bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal. Et vous nous suivez exceptionnellement en direct sur Diaspora FM et sur Eden TV. Les élections des représentants des professionnels des médias de la 7e mandature de la HAC se sont déroulées ce dimanche dans tout le pays. Nous vous donnons dans cette édition les premières tendances. Et puis à la veille de l'examen du BEPC 2024, le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Yves Chabi Kouaro a délivré un message à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen, mais surtout aux candidats. Et puis, nos confrères de RT parlent de la situation tendue entre le Bénin et le Niger avec l'arrestation jeudi dernier de 5 agents de WAPCO. Merci Madame, Monsieur d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Les professionnels des médias sont aux urnes pour élire leurs représentants à la 7e mandature de la HAC. À partir de 8 h, les centres de vote ont ouvert pour fermer à 16 h. L'unique bureau de vote de Cotonou-Sisa, l'ANES de l'institution, a effectivement ouvert à 8 h comme le prévoient les tests. Malgré la fine pluie de ce matin, les professionnels des médias sont sortis pour accomplir ce devoir citoyen et professionnel. Je vous invite à suivre les propos de Lucrèce Toto, cadre de la Sénat et superviseur communal de Cotonou. Ici, on a un bureau de vote et la Sénat a déployé sur le terrain à partir du mercredi 15 équipes qui sont chargées de faire le recrutement, la formation et la supervision de l'élection de ce dimanche. Donc, l'équipe déployée par la Sénat, composée de superviseurs communaux, a eu à recruter des membres de poste de vote, un président, un assesseur et deux assesseurs, et à les former. Donc, on a eu à former ces agents désignés là le vendredi passé. On leur a expliqué leur rôle et responsabilités et les différents types de documents électoraux qu'ils doivent remplir et comment ils doivent les remplir. Donc aujourd'hui, nous avons installé ces membres-là dans leur bureau de vote et ils gèrent le bureau de vote. On a ouvert régulièrement à 8 h et déjà il y a une cinquantaine d'électeurs qui se succèdent un à un. Depuis 8 h, nous avons montré au public qui était là que les urnes étaient réellement vides. Et devant eux, nous les avons scellés. Dès que nous avons scellé les urnes, un rang d'électeurs a été formé et chacun vient voter. Il présente la carte qu'il doit utiliser pour voter. Il vérifie que son nom est réellement sur la liste des électeurs. On lui remet son bulletin avec un cachet voté. On vérifie qu'il n'a pas d'appareil multimédia sur lui. Il prend le bulletin, le cachet voté. Il va dans l'isoloir pour aller voter. Et lorsqu'il revient maintenant, il remet le cachet voté au président de poste de vote. Il émarge devant son nom dans la liste d'émargement avec son pouce gauche imbibé de l'encre à tampon. Lorsqu'il a fini, on enduit un peu le pouce gauche de l'encre indélébile pour manifester réellement qu'il a voté. Il récupère sa carte et ses appareils multimédia s'il en a et il s'en va. Le scrutin, c'est de 8 h à 16 h, soit 8 h de temps. Donc à 16h00, nous allons clôturer le scrutin. Seulement que les électeurs qui seront là avant 16 h, on va rassembler tous les cas d'électeurs. Ceux-là pourront voter. Mais ceux qui vont venir après 16 h et qui ne seront pas dans le bureau de vote après ne pourront pas voter malheureusement. Nous attendons un peu moins de 500 électeurs, mais subdivisés en 3 catégories. Presse écrite, audiovisuelle et technique des télécommunications. Je vous l'annonçais, on va parler des premières tendances dans la catégorie presse écrite à Cotonou. Le score est serré selon les chiffres parvenus à notre rédaction entre Franck Kpotchemin et Basile Chibozo avec 97 voix pour Franck Kpotchemin et 96 voix pour Basile Chibozo. À Porto Novo, c'est Basile Chibozo qui vient en tête selon les indiscrétions avec 43 voix devant Franck Kpotchemin, 18 voix
à Abomey-Calavi. Score serré aussi entre les deux qui sont visiblement favoris, Basile Chibozo et Franck Bochemea Parakou. Pareil, avec une différence de 2 voix entre les deux favoris. Et dans la catégorie audiovisuelle à Abomey-Calavi, Armand Ronsou est favori selon les chiffres parvenus à notre rédaction. À Porto Novo, pareil. À Djougou, c'est quand même serré entre Zakiat Latonji et Armand Ronsou. Zakiat Latonji est la seule candidate à pouvoir participer à ces élections. La seule candidate dans la catégorie audiovisuelle. Nous vous communiquerons en temps réel les tendances. Ce ne sont que les chiffres qui ne sont pas encore confirmés par la Sénat. Et d'ailleurs, nous n'avons pas eu toutes les données dans tous les bureaux de vote. Et puis l'autre catégorie, la télécommunication, nous n'avons pas de données. Dans nos prochaines éditions, certainement, nous vous communiquerons les résultats définitifs de la Sénat. Je vous propose dessus de revivre l'ambiance qui a prévalu ce matin dans le bureau de vote d'Abomey-Calavi qui a eu le vote des candidats Brice Ogoubi et Zakiat Latonji. Le reportage est de Espoir Mambou. Installé dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi, le bureau de vote pour ces élections co-organisées par la Sénat et la RAC au niveau de Calavi a ouvert ses portes depuis 8 heures. Une ouverture faite peu avant notre arrivée sur le terrain par le conseiller Fernand Baguidi. Pour le peu que nous avions pu voir en ces lieux, le vote se déroule en toute quiétude et avec une convivialité sans pareille. En dehors des membres du bureau de vote, on peut y voir des représentants des candidats, des isoloirs, 3 urnes représentant les 3 catégories. Le premier candidat aperçu sur les lieux est bien Brice Ogoubi. De blanc vêtu, accompagné de ses enfants, il est venu remplir son devoir professionnel. Mais avant, il salue quelques amis, les représentants de candidats, avant de s'engouffrer dans le bureau de vote où il présente sa carte, prend le bulletin et après avoir passé par l'isoloir, le glisse dans l'urne. Une fois ce devoir accompli, c'est avec sourire qu'il répond à notre micro. Oui, j'ai toujours été premier quand le processus à ce moment comme candidat, quand on a fait le tirage au sort. À tout moment également, je me suis toujours présenté. Moi, je pense que le blanc, c'est un peu tout ce qui est lié au règlement, à une certaine forme de sympathie. Et je pense que cette sympathie va rayonner sur le cœur de l'émission de tous les professionnels des médias afin qu'ils puissent trancher dans le bon sens. Je pense que je gagnerai cette élection ce soir. Un peu plus tard, autour de 10h35, Zakiat Latonji, candidate dans la catégorie audiovisuelle, se pointe. Perruque avec des cheveux longs, robe bleue, chaussures blanches, elle partage son sourire avec des journalistes dans la cour avant de passer au bureau de vote. Une fois sortie de là, elle s'affiche devant notre caméra en ces termes. Je pense que tout au long de la période de campagne, nous avons joué entièrement notre part. Aujourd'hui, il s'agit, comme tout autre acteur de médias inscrit sur la liste électorale, de sortir de chez lui et de venir simplement accomplir son devoir. Et c'est ce que nous avons fait. Donc je nous exhorte tous autant que nous sommes à sortir massivement parce que la décision nous revient. Personne ne prendra la décision à notre place. À chacun librement de faire son choix, de faire le bon choix qu'il estime être assez représentatif pour lui. En tout cas, moi, j'ai choisi le candidat que j'estime être le plus représentatif pour la corporation. Et j'invite chacun de nous à sortir de chez lui, à le faire avec joie, avec plaisir et que, bon, le reste suivra. À noter qu'au bureau de vote de la commune de Calavi, au total, 159 votants sont attendus, 96 pour la presse écrite, 16 pour les techniciens et 47 pour l'audiovisuel. Ce bureau prévoit fermer ses portes autour de 16h00. Tous les bureaux de vote sont évidemment fermés à l'heure actuelle. Également, dans l'actualité, demain démarrent les examens du BEPC. À la veille de cette composition, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, a adressé un message empreint de confiance et d'encouragement à tous les candidats. On l'écoute. De l'évolution du monde. C'est ainsi que l'ensemble des acteurs a pris la décision, entre autres, d'innover l'enseignement des sciences techniques
par des exercices plus pratiques et de relever le niveau de nos enfants dans toutes les disciplines en lien avec l'évolution du monde. Qui n'a pas besoin d'utiliser les nouvelles technologies de la communication, par exemple? À ce titre, il a été décidé qu'à l'étape du premier cycle de l'enseignement du second degré, l'ensemble des enfants béninois est une notion confirmée dans toutes les disciplines d'enseignement, sauf l'allemand et l'espagnol, pour lesquels l'apprenant est appelé à faire un choix. C'est donc la fin du BPC moderne long et du BPC moderne court. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Ceci offre plus d'ouverture à tous nos enfants dans le continuum de l'éducation, allant du second cycle de l'enseignement du second degré à l'université. Ainsi, pour la session de l'examen du BPC de cette année 2024, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales concerneront uniquement que la discipline anglais, pour les candidats admissibles bien sûr. Le but visé à travers cette décision est de propulser nos enfants dans l'univers de la culture, des humanités et des sciences techniques et technologiques qui renforcent en eux les fondamentaux de leur époque. Ce lundi 10 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants de la classe de 3e et autres candidats libres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2024. Sur le plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles, soit un pourcentage de 49,41%, et 63 164 garçons, soit un pourcentage de 50,59%, contre un total de 121 844 candidats pour la session de l'année dernière. Ce qui indique une hausse de 3016 candidats, traduisant un taux de progression de 2,48%. Cette hausse, nous la devons grâce aux efforts soutenus du gouvernement et des parents d'élèves. Je m'en réjouis car cela montre les efforts consentis pour lutter contre la déscolarisation et la déperdition scolaire. Comme une conséquence logique de l'augmentation de l'effectif des candidats, nous enregistrons la création de 5 nouveaux centres de composition. Ainsi, le nombre de centres de composition est passé de 215 en 2023 à 220 cette année. Intéressons-nous à présent aux préparatifs de cet examen dans le collège Père-au-Pierre de Godemain pendant la dernière semaine. Arthur Indo. L'heure n'est plus à la rigolade. Apprenants et enseignants affûtent déjà leurs âmes pour faire face aux examens, notamment le BPC. Pour me préparer, je fais des exercices d'application après avoir appris les cours. Après ça, je reprends et je vais au tableau pour essayer d'autres choses. Je révise mon cours, je fais des dernières révisions, j'apprends, je reprends des exercices d'application et je prie. On est en pleine révision, on a déjà parcouru la plupart des données enseignées et nous sommes confiants. Nous savons que les enfants ils sont déjà suffisamment aguerris. Je me prépare très bien. En plus que j'ai pu réussir à apprendre des cours d'histoire géo parce que c'est les plus difficiles. J'ai pu réussir à les apprendre et je suis prêt. Et donc du coup je peux dire que je suis prêt si seulement on n'est jamais prêt en mathématiques. Mais bon, je suis prêt. C'est aussi l'occasion pour certains de faire le bilan de leur niveau durant la période des révisions. Je dois revoir les cours d'histoire-géographie et des SVT, sinon ça va. Il faut que je revoie mes cours en SVT en histoire géo, sinon c'est tout. Malgré la peur et le stress qui planent dans l'esprit de la plupart des élèves en ces derniers jours, Jennifer et Serena, tous candidates au BPC, restent optimistes quant à leur réussite. Je suis très sûre de réussir mon BPC.
Oui, je suis très sûre de réussir. Ici au collège Père-au-Pierre, les derniers réglages se font habituellement jusqu'au dernier moment. Nous avons l'habitude de les garder jusqu'au dernier moment, puisque l'expérience a montré que quand on les laisse plus tôt, ils désapprennent et puis ils vont vadrouiller, et ils vont se promener et puis ça ne donne souvent pas de bons résultats. Donc nous les gardons jusqu'au dernier moment. Par exemple, aujourd'hui, on a libéré nos candidats au PPC. Après 3 semaines de bachotage, de révision soutenue. Très engagés pour la réussite, les candidats se donnent pour credo la ponctualité au cours pour suivre les dernières explications qui peuvent s'avérer très importantes. Bonne chance à tous ces candidats qui vont devoir affronter les épreuves du BEPC à partir de demain. Opération coup de poing dans le quartier Ouamen pour lutter contre la commercialisation illégale des boissons en sachets de produits psychotropes ce vendredi lors de leur perquisition dans une boutique de vente de divers produits. Les forces de l'ordre ont découvert et saisi 1376 comprimés de tramadol, 91 sachets de chanvre indien ainsi que des liqueurs en sachet. Il faut rappeler que le commerce de ces substances psychotropes est puni au Bénin et que récemment même le gouvernement a interdit la vente des boissons alcoolisées en sachet. En dehors du Bénin, nos confrères de RT parlent de la situation tendue entre le Bénin et le Niger avec l'arrestation jeudi dernier de 5 agents de WAPCO. Samantha Ramsani parle du pipeline de la discorde. On l'écoute. C'est véritablement le pipeline de la discorde entre le Bénin et le Niger. Rappelons que cet oléoduc de 2000 km qui relie la ville nigérienne d'Agadem au Bénin doit permettre à Niamey d'écouler pour la première fois son pétrole brut sur le marché international. Un nouvel incident survenu ce jeudi 6 juin met de l'huile sur le feu. L'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur le site du terminal béninois de Sémé-Kapouji. Il s'agit de 5 employés de WAPCO Niger, dont la directrice générale adjointe de la société chinoise d'exploitation pétrolière. Les autorités du Bénin évoquent une atteinte à la sûreté de l'État, soupçonnent 2 d'entre eux d'être des agents au service de la transition du Niger et affirment qu'ils se seraient introduits dans le terminal de Sémé de façon frauduleuse. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site de l'entreprise. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois exprimait de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressants ont indiqué être tous des employés du WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. Le Bénin a lancé une enquête et de leur côté, les autorités du Niger voient rouge. Lors d'un point presse, les ministres du pétrole et de la justice sont revenus sur la chronologie des faits, livré leur version et annoncé en représailles l'arrêt des activités du pipeline tant que les détenus ne sont pas libérés. À l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kololi. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Par ailleurs, le ministre de la Justice, Alio Daouda, a dénoncé une violation de l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin et menace de saisir la Cour d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OADA. Le bras de fer entre les 2 pays remonte au coup d'État de juillet 2023 au Niger. Par la suite, les sanctions de la CEDEAO
contre Niamey ont conduit le Bénin à fermer en premier sa frontière avec le Niger. Depuis, les autorités nigériennes l'ont maintenue fermée. Et dans le sillage de la levée de l'embargo économique envers les pays du Sahel, Cotonou cherche maintenant à faire pression sur son voisin pour l'amener à rouvrir la frontière sans pour autant lui fournir des garanties de sécurité. Niamey craint des tentatives de déstabilisation depuis le territoire béninois. Madame, Messieurs, ce sera tout pour cette édition de journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous nous avez suivis en synchronisation sur Eden TV et sur Diaspora FM. Bonne suite de programmes.